Saviez-vous que chaque fois que vous appelez un ami, vous conversez en réalité à travers la lumière? Et que cette lumière est guidée par des brins de fibre optique plus fins qu'un cheveu humain. Ce matériau, aussi fragile qu'il puisse paraître, est en réalité plus performant que l'acier quand il s'agit de transporter des données. Pourtant, le parcours de création d'une seule fibre, depuis le sable de quartz pur jusqu'aux bobines massives de câbles déposés au fond des océans, représente l'un des processus industriels les plus complexes au monde. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur des lignes de production de pointe pour découvrir comment des millions de fibres optiques sont fabriquées et pourquoi elles sont devenues l'épine dorsale de l'ère connectée. Les États-Unis furent le premier pays à déployer des câbles à fibre optique à travers l'océan. En 1988, la ligne TAT8 est entrée en service, reliant l'Amérique au Royaume-Uni et à la France. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle ère de connectivité mondiale. Depuis cette étape importante, les États-Unis sont devenus le cœur de l'infrastructure Internet mondiale. Ce qui a rendu ce bond gigantesque possible, ce sont les géants technologiques américains tels que Google, Meta et Microsoft, qui non seulement utilisent Internet, mais investissent également dedans et possèdent même en copropriété certains des câbles les plus importants de la planète. Alors, qu'en pensez-vous? Si la fibre optique n'existait pas, à quoi ressemblerait notre vie aujourd'hui? Pour créer des fibres optiques, le processus commence avec du sable de quartz de haute pureté. Seuls les gisements de sable blanc soigneusement sélectionnés conviennent, car ils contiennent le niveau de silice nécessaire pour le verre optique. Sur le site d'extraction, des excavatrices travaillent en continu, raclant d'épaisses couches de sable et les chargeant sur de lourds camions. Chaque chargement peut transporter des dizaines de tonnes, acheminant la matière première directement vers une installation de traitement proche. Là, le sable est déversé sur des tapis roulants et passe à travers des tamis vibrants qui séparent les pierres plus grosses et les débris organiques. Il est ensuite déplacé dans des cuves de lavage industriel. Ces cuves utilisent de puissants jets d'eau combinés à des agitateurs mécaniques pour éliminer l'argile, la poussière fine et les morceaux de végétation. Le cycle de lavage est répété plusieurs fois jusqu'à ce que tout le lot atteigne le niveau de propreté souhaité. Les eaux usées des cuves sont alimentées dans un système de recyclage qui récupère les fines particules de silice emportées par le flux et minimise la perte de matériaux. Une fois que le sable répond aux exigences, il est séché dans des fours industriels pour éliminer toute humidité résiduelle. Finalement, il est emballé dans des conteneurs scellés, prêts pour l'étape chimique, où la silice sera transformée en composé gazeux ou liquide avant d'être formée en préforme de verre qui deviendra la fibre optique. À partir des conteneurs scellés de silice pur, le matériau est déplacé vers la zone de traitement chimique. Ici, les techniciens convertissent la silice en composé gazeux. Sous des températures élevées, ces composés réagissent et se condensent en couches de verre ultra pur. Au lieu de faire fondre le sable en un bloc solide, cette technologie construit le verre couche par couche, éliminant progressivement presque toutes les impuretés. Le processus se déroule à l'intérieur d'un tube de verre creux qui tourne lentement tout en étant chauffé par une torche mobile. Lorsque le mélange gazeux traverse et rencontre la chaleur élevée, il se transforme en particules microscopiques de silice qui se déposent sur la paroi du tube et forment la structure souhaitée. En ajustant la composition du gaz, les ingénieurs peuvent déterminer quelle section deviendra le cœur, où la lumière voyagera, et quelle section formera la gaine environnante. Chaque couche est étroitement contrôlée pour son épaisseur et sa pureté, car même le moindre écart peut affecter la qualité de transmission de la lumière par la fibre. En raison de ces exigences strictes, la fabrication de la préforme est également l'étape la plus coûteuse de toute la ligne de production de fibres optiques. Les matières premières doivent atteindre une pureté quasi parfaite, et le processus de dépôt peut prendre des dizaines d'heures pour une seule préforme, ce qui le rend bien plus coûteux que les autres étapes. Après de nombreuses heures d'accumulation continue, le tube de verre se solidifie progressivement en une tige dense et solide connue sous le nom de préforme. Une préforme typique mesure environ 1 à 2 mètres de long et quelques centimètres de diamètre, et à l'intérieur, elle contient déjà la structure complète du cœur et de la gaine de la fibre, seulement à une échelle beaucoup plus grande. Lorsque la préforme de verre est prête, elle est déplacée dans la tour d'étirage des fibres, une structure en acier qui s'élève à plus de 18 mètres de hauteur. Au sommet de la tour, la préforme est maintenue en place et introduite dans un four spécial. La température à l'intérieur peut atteindre près de 2000 degrés Celsius, assez chaude pour ramollir le bas de la préforme. Lorsque le verre commence à s'écouler vers le bas, une petite goutte est tirée en un mince brin, marquant le début de la production continue de fibres. À partir de ce moment, tout le système fonctionne sous contrôle strict. Le brin est tiré tout droit vers le bas, avec un diamètre d'environ 0,125 mm, plus fin qu'un cheveu humain. La clé est de maintenir la fibre uniforme du début à la fin. Si elle devient plus épaisse ou plus fine de quelques micromètres seulement, sa capacité à transmettre la lumière peut être compromise.
Pour maintenir la précision, plusieurs capteurs laser le long de la tour scannent la fibre en continu, mesurant le diamètre de chaque section avec une grande précision. Pendant cette étape, les opérateurs utilisent souvent des pinces ou de petites lames pour toucher ou couper directement la fibre. Cette étape est nécessaire pour retirer la portion instable au début ou pour couper un échantillon pour une inspection rapide au microscope. Parfois, ils coupent également la fibre à la fin d'une série pour séparer le produit de la machine. Ces actions garantissent que seules les fibres répondant aux normes passent à l'étape suivante. Le processus d'étirage peut se poursuivre pendant des heures sur une seule préforme. À partir d'une tige de seulement quelques mètres de long, l'usine peut produire une fibre optique s'étendant sur des dizaines de kilomètres, avec une qualité et une pureté constantes, prête pour les étapes suivantes de la ligne de production. Après avoir été étirée en un brin continu, le verre est encore extrêmement fragile. Pour s'assurer qu'elle peut passer aux étapes suivantes, l'usine applique immédiatement un revêtement protecteur. La fibre passe à travers une petite chambre remplie de polymère liquide. Ce polymère est spécialement formulé pour créer plusieurs couches. La couche intérieure est élastique pour réduire les fissures lorsque la fibre se plie, tandis que la couche extérieure est plus dure pour résister aux impacts et à l'abrasion. Ensuite, la fibre traverse un système de durcissement aux ultraviolets. La lumière UV durcit le polymère instantanément, transformant le liquide en une couche protectrice transparente. Cette étape est entièrement synchronisée avec la vitesse d'étirage, garantissant que le revêtement a une épaisseur uniforme et une liaison ferme. Avec cette couche protectrice, la fibre optique peut supporter la manipulation, le transport et les tests sans risque de dommages. Après que le revêtement protecteur a été appliqué et durci, la fibre est guidée à travers plusieurs stations d'inspection automatisées. Des capteurs laser surveillent son diamètre et son uniformité, tandis que des dispositifs optiques mesurent la transmission du signal. Cela se produit en continu le long de la ligne pour garantir que la fibre est stable avant de passer à l'étape d'enroulement. Dans la zone d'enroulement, la fibre est alimentée sur des bobines massives situées à la base de la tour. Chaque bobine peut contenir des dizaines de kilomètres de fibres, enroulées à grande vitesse tout en maintenant une tension constante. Si la fibre est tirée trop fort ou se chevauche de manière inégale, elle peut se fissurer ou se déformer. Donc tout le système d'enroulement est précisément programmé et soigneusement surveillé. Un bras mécanique guide le brin d'avant en arrière, déposant chaque boucle soigneusement côte à côte en couche uniforme, un peu comme enrouler du fil mais à l'échelle industrielle. Les opérateurs surveillent de près les écrans d'affichage de la tension et de la vitesse, prêts à intervenir si quelque chose ne va pas. Lorsqu'une bobine est pleine, le système épice automatiquement la fibre sur la bobine suivante, de sorte que la production se poursuive sans interruption. De cette façon, une seule préforme peut produire des bobines continues de fibres qui sont ensuite emballées dans des conteneurs de protection pour un transport sûr. À partir des bobines de fibres qui ont déjà été enrobées et testées, l'usine commence le processus de câblage pour former le produit fini. Premièrement, plusieurs bobines de fibres sont disposées en parallèle et alimentées dans une machine de câblage massive. Ici, les fibres sont rassemblées en faisceaux, allant généralement de quelques dizaines à plusieurs centaines de brins, selon la capacité de transmission requise. Entre ces faisceaux, les fabricants ajoutent des éléments de renforcement en acier ou en Kevlar pour augmenter la résistance mécanique. Le Kevlar est particulièrement précieux car il est léger mais plusieurs fois plus résistant que l'acier en tension. Ensuite, l'ensemble du faisceau est enveloppé de couches protectrices supplémentaires. Une gaine extérieure en plastique aide à bloquer l'humidité et à fournir une isolation. Certains câbles ont également un gel bloquant l'eau pompée à l'intérieur pour empêcher les fuites et la perte de signal. Pour les câbles sous-marins, la construction est encore plus complexe, avec plusieurs couches de fils d'acier enroulées étroitement autour du faisceau pour résister à la pression des profondeurs marines et résister aux dommages causés par les ancres de navires ou l'activité sismique sur le fond océanique. La machine de câblage fonctionne selon un rythme précis, tordant les composants uniformément autour du cœur de fibre pour maintenir l'uniformité le long de kilomètres de câbles. Les opérateurs surveillent attentivement la tension et l'angle d'enroulement sur les écrans d'affichage, car un mauvais alignement ou une compression excessive pourrait provoquer la défaillance du câble lorsqu'il est plié. Une fois le processus de câblage terminé, le produit doit subir une série de tests pour s'assurer qu'il peut fonctionner de manière fiable pendant des décennies. D'abord viennent les tests mécaniques et environnementaux de base. Le câble est étiré, plié et tordu pour vérifier sa résistance, puis placé dans des chambres thermiques qui passent du froid profond à la chaleur extrême ou immergé dans des réservoirs à haute pression pour simuler les conditions des profondeurs marines. Viennent ensuite les tests optiques, où un faisceau laser est envoyé à travers le cœur pour mesurer la perte de signal. Ces étapes révèlent rapidement tout défaut de production ou matériaux de qualité inférieure. Cependant, pour prouver que le câble peut vraiment fonctionner dans des conditions réelles,
l'usine effectue des tests sur toute la longueur. Les ingénieurs connectent les deux extrémités du câble à des émetteurs et récepteurs optiques, envoyant des données en continu pendant des heures. Ce ne sont pas seulement des impulsions lumineuses. Le système transmet des vidéos, de la voix et du trafic réseau pour imiter le fonctionnement réel. Si le signal traverse toute la longueur sans perte de paquet, distorsion ou atténuation anormale, le câble est considéré comme prêt. De plus, le câble est soumis à une charge continue pendant des périodes prolongées pour tester la stabilité à long terme. Certains échantillons sont même installés dans des conditions réelles sur le terrain, comme être enterrés sous terre ou suspendus sur des poteaux électriques, et leurs performances sont à nouveau mesurées après des jours de fonctionnement. Cette étape est cruciale car ce n'est qu'à travers des essais en conditions réelles que le fabricant peut être certain que le câble résistera à une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant de nombreuses années. Une fois que le câble a passé tous les tests rigoureux, la bobine est officiellement considérée comme un produit fini. Mais avant d'atteindre les équipes d'installation, il doit passer par l'emballage et le transport, une étape tout aussi critique. À l'usine, les câbles sont retirés des machines de test et placés sur de grands axes rotatifs. De là, ils sont réenroulés en bobines soignées sur des tambours massifs en acier ou en bois renforcé. Chaque tambour peut mesurer plusieurs mètres de diamètre et contenir des centaines de kilomètres de câbles continus. L'enroulement doit être effectué avec soin pour éviter une tension excessive ou des courbures brusques, car même une légère torsion pourrait dégrader les performances du signal. Après l'enroulement, les extrémités du câble sont scellées avec des capuchons de protection pour empêcher la poussière et l'humidité d'entrer. Chaque tambour est étiqueté avec son numéro de lot, la longueur du câble, le type structurel et les résultats d'inspection. Les ingénieurs effectuent ensuite une vérification finale pour s'assurer que les bobines restent intactes pendant le déplacement dans l'entrepôt. Pour le transport, les tambours sont chargés sur des camions lourds ou des conteneurs d'expédition spécialisés. Lorsqu'ils sont expédiés par mer, ils sont placés à bord de navires de pose de câbles. Des navires de télécommunications spécialisés équipés d'un stockage sur plusieurs ponts pour des dizaines de tambours géants. Des systèmes de fixation en acier verrouillent les tambours en place, empêchant tout déplacement pendant des voyages qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Ce processus d'emballage et de transport garantit que chaque bobine de câble à fibre optique quitte l'usine en parfait état, prête à être déployée dans des projets d'infrastructure, que ce soit à travers des villes animées ou posées en profondeur le long du fond océanique. Une fois que le câble à fibre optique a été livré au port, la tâche se déplace vers des navires spécialisés connus sous le nom de navires poseurs de câbles. Sur le pont, des tambours massifs sont montés dans un système d'alimentation qui libère soigneusement le câble dans la mer. Le brin est guidé à travers des dispositifs de contrôle de tension pour s'assurer qu'il descend en toute sécurité vers le fond de l'océan, sans se plier ni se casser. L'opération est délibérément lente, souvent seulement quelques kilomètres par heure, car le navire doit suivre un itinéraire préalablement cartographié. Dans les eaux profondes, le câble est simplement posé sur le fond marin, mais près des côtes ou dans les zones à risque de dommages par ancre, des machines de labourage creusent des tranchées dans le fond marin afin que le câble puisse être enterré à quelques centimètres en dessous. Les ingénieurs à bord du navire surveillent en continu le processus à l'aide de capteurs et de caméras sous-marines, s'assurant que le câble est posé dans la bonne orientation et sans torsion. Une fois terminé, la ligne repose en toute sécurité sur le fond océanique, reliant les continents à la vitesse de la lumière et formant l'épine dorsale de l'Internet mondial. Du sable blanc pur au câble reposant profondément sous le fond océanique, le parcours de fabrication de la fibre optique est la preuve de l'ingéniosité humaine déployée pour connecter le monde. Chaque mètre de câble traverse des dizaines d'étapes exigeantes. Purification, étirage de fibres, revêtement, câblage, test et finalement expédition et pose par des navires spécialisés. Le résultat est une vaste autoroute de lumière qui permet à des milliards de personnes de communiquer, d'apprendre, de travailler et de profiter du divertissement d'un simple clic. Aujourd'hui, grâce à la fibre optique, un appel à travers les continents voyage en moins d'une seconde et les films que vous regardez en streaming arrivent presque instantanément. Ce qui semble ordinaire dans notre vie quotidienne est en réalité alimenté par l'un des processus industriels les plus complexes sur Terre. Un processus que la plupart des gens ne voient jamais de leurs propres yeux. Et maintenant que vous connaissez tout le processus derrière nos communications, une vraie question dérangeante se pose. Croyez-vous vraiment que ces câbles servent uniquement à nous connecter ? Ou aussi à nous surveiller, influencer et contrôler, parce que quand tout passe au même endroit, tout peut se voir facilement. Pensez-vous que c'est un mythe ou une réalité? Nous voulons connaître votre avis sur la question, le débat est ouvert en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout.
L'eau est sans doute la ressource la plus essentielle à notre existence. Elle accompagne chaque moment de notre vie. Elle circule dans les rivières et les nappes souterraines, jaillit des sources naturelles, se retrouve dans les bouteilles que nous achetons au supermarché, ou coule simplement du robinet dès que nous l'ouvrons. Boire un verre d'eau fraîche lorsque la soif nous serre la gorge est un geste si simple, si naturel. Et pourtant, derrière cette apparente évidence se cache un travail colossal. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'eau qui nous paraît si accessible ne provient pas toujours des rivières de montagne ou de la fonte des glaciers. Dans un monde où les ressources en eau douce diminuent dans de nombreuses régions, d'autres solutions ont dû être trouvées. Dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Mexique, l'Arabie Saoudite ou encore le Chili, des quantités gigantesques d'eau de mer sont transformées chaque jour en eau potable destinée à des millions de personnes. Une prouesse technologique qui permet d'approvisionner des zones arides où chaque goutte compte. Mais alors, comment peut-on convertir quotidiennement des millions de litres d'eau salée en une eau parfaitement propre, claire et totalement buvable? C'est justement ce que nous allons explorer ensemble. Direction la Californie, sur les rives de l'océan Pacifique, là où se dresse l'une des plus grandes usines de dessalement du pays. Une installation titanesque, capable à elle seule de produire plus de 190 millions de litres d'eau potable par jour. Une véritable ville d'acier et de tuyaux, dont la mission principale est de transformer l'océan en source d'eau douce. Depuis l'aspiration de l'eau au large, jusqu'au moment où cette même eau finit par couler chez toi, dans ta cuisine ou ta salle de bain, nous allons suivre ensemble toutes les étapes que traverse ce précieux liquide que tu utilises chaque jour sans même y penser. Installe-toi confortablement. Ce voyage au cœur des technologies modernes va te montrer à quel point l'accès à l'eau potable est un processus beaucoup plus extraordinaire qu'il n'y paraît. L'eau salée recouvre plus de 70% de la surface de la planète. C'est l'une des ressources les plus abondantes au monde. Pourtant, toute cette eau est inutilisable en l'état. Boire de l'eau salée provoquerait une sévère déshydratation et pourrait même mettre la vie en danger. Transformer cette eau en une eau douce et potable semble simple en théorie. Mais dans les faits, c'est un défi colossal. Le premier obstacle, l'acheminer jusqu'à l'usine. Et tu vas voir que rien que cette première étape demande une infrastructure impressionnante. Les usines de dessalement sont toujours installées à proximité immédiate de la mer. En surface, elles ressemblent à de grands complexes industriels, mais sous l'eau, elles s'étendent sur plusieurs kilomètres. De gigantesques conduites, solidement fixées au fond marin, plongent dans l'océan pour aspirer d'immenses quantités d'eau en continu. Ces conduites sont conçues pour résister à la pression de l'eau, aux courants marins, aux sels corrosifs et même aux secousses sismiques, car plusieurs de ces régions sont situées sur des zones tectoniques actives. Une fois aspirée, l'eau voyage dans des tuyaux sous-marins reliés à des pompes industrielles d'une puissance impressionnante. Imagine d'énormes turbines capables d'aspirer l'équivalent de dizaines de piscines olympiques, chaque minute. L'eau parcourt ensuite parfois plusieurs centaines de mètres avant d'arriver à l'usine, où elle commence enfin son traitement. Pour prendre la mesure de ce qu'une telle installation peut accomplir, l'usine de Carlsbad, en Californie, traite plus de 190 millions de litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 95 millions de bouteilles d'eau de 2 litres. Une quantité si immense qu'elle pourrait remplir plusieurs stades de football chaque semaine. Dans certains pays particulièrement arides, comme les Émirats arabes unis, plus de 90% de toute l'eau potable consommée provient de ce procédé. Là-bas, sans le dessalement, il serait tout simplement impossible de fournir assez d'eau aux habitants. Une fois l'eau arrivée à l'usine, le gigantesque processus peut enfin commencer. Lorsque des millions de litres d'eau pénètrent dans l'usine de dessalement, la première priorité est de les débarrasser de tout ce que l'océan transporte. Sable, algues, fragments de coquillages, bactéries marines, plancton, et même parfois de minuscules crustacés. Imagine un instant boire un verre d'eau contenant tout cela. Pas très appétissant, n'est-ce pas? L'eau passe donc par une série de filtres mécaniques. Les premiers sont très larges et retiennent les plus grosses impuretés. Puis, plus l'eau avance, plus les filtres deviennent fins, formant une barrière progressive. Ces filtres, composés de matériaux ultra résistants, sont conçus pour fonctionner jour et nuit. Certains ressemblent à de grandes grilles métalliques, d'autres à de couches de matériaux poreux empilés en plusieurs niveaux. Leur rôle, garantir que seule une eau prétraitée, débarrassée des particules visibles à l'œil nu, puisse poursuivre son chemin. Pendant cette étape, des techniciens surveillent sans arrêt la qualité de l'eau et l'état des machines. Rien n'est laissé au hasard. La moindre hausse de pression, une légère coloration ou l'apparition d'une particule inattendue peut signaler un problème. Un défaut non détecté pourrait endommager les membranes d'osmose inverse,
Des équipements coûteux et extrêmement sensibles. Une fois les impuretés grossières éliminées, l'eau est enfin prête pour l'étape la plus spectaculaire du traitement, l'élimination du sel. L'eau est désormais propre, mais pas encore potable. Elle reste salée. Pour la transformer en eau douce, une technologie révolutionnaire entre en jeu, l'osmose inverse. Le principe est fascinant. L'eau est poussée à travers des membranes spéciales, dont les pores mesurent à peine quelques nanomètres. Ces membranes sont si fines qu'elles ne laissent passer que les molécules d'eau. Tout le reste, le sel, les minéraux, les ions, les polluants, reste bloqué du mauvais côté. Pour forcer l'eau à travers ces membranes, il faut exercer une pression énorme, parfois supérieure à 70 bars. C'est l'équivalent de la pression exercée à 700 mètres sous l'eau. Seules des pompes industrielles surdimensionnées sont capables de produire une telle force. À la sortie, l'eau obtenue est presque totalement douce. L'osmose inverse élimine jusqu'à 99% du sel. Ce qui reste de l'autre côté de la membrane est appelé saumure. Une eau extrêmement salée, bien plus concentrée que l'eau de mer. Cette saumure est ensuite renvoyée à l'océan, mais pas n'importe comment. Elle est soigneusement diluée et rejetée dans des zones où le courant marin est fort, pour éviter qu'elle ne perturbe les habitats naturels ou n'endommage l'écosystème marin. Maintenant que l'eau est devenue douce, une nouvelle série d'étapes commence pour la rendre totalement potable. Une eau douce n'est pas forcément une eau propre. Même après l'osmose inverse, il peut rester des traces de virus ou de bactéries invisibles à l'œil nu. Et lorsqu'il s'agit de santé publique, la moindre bactérie peut devenir un problème majeur. Pour éliminer tout organisme pouvant présenter un danger, les usines utilisent plusieurs méthodes de désinfection. La première consiste à exposer l'eau à de puissants rayons ultraviolets. Ces rayons détruisent l'ADN des micro-organismes, empêchant toute reproduction. C'est un procédé très efficace, qui n'ajoute aucun produit chimique et ne modifie pas le goût de l'eau. Certaines usines complètent ce traitement par une très faible dose de chlore ou de dérivés chlorés, juste assez pour assurer une protection supplémentaire pendant le transport dans les canalisations. Ce dosage est soigneusement contrôlé et n'a rien à voir avec la forte odeur de chlore que l'on retrouve dans une piscine. L'eau est maintenant stérilisée, mais elle est trop pure pour être consommée telle qu'elle. L'étape suivante consiste à reminéraliser l'eau. En effet, les membranes d'osmose inverse ont retiré pratiquement tout. Le sel, les impuretés, mais aussi les minéraux essentiels. Une eau dépourvue de minéraux serait non seulement fade, mais aussi peu recommandée pour une consommation quotidienne. Pour y remédier, des doses précises de calcium, de magnésium ou encore de potassium sont ajoutées. Ces minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ils renforcent nos os, contribuent à l'hydratation et améliorent même le goût de l'eau. Les machines de minéralisation ajoutent ces éléments en quantité calculée au milligramme près, suivant des normes sanitaires extrêmement strictes. C'est cette étape qui redonne à l'eau son équilibre naturel, sa saveur neutre et agréable, et sa qualité comparable à celle des meilleures eaux de source. Avant d'être autorisée à sortir de l'usine, l'eau doit encore passer par une série de contrôles rigoureux. Les ingénieurs prélèvent des échantillons à différents stades du processus et les analysent dans des laboratoires internes. Ils vérifient la présence éventuelle de bactéries, la pureté chimique, la teneur en minéraux, le pH, la conductivité et même la transparence de l'eau. Chaque paramètre doit respecter des normes internationales très strictes. Si tout est conforme, l'eau est enfin transférée vers de gigantesques réservoirs, souvent enterrés pour éviter l'évaporation et les variations de température. Ces réservoirs servent de réserve tampon pour garantir un débit continu dans les canalisations. À partir de ces réservoirs, l'eau potable commence son dernier voyage. Elle est injectée dans un vaste réseau de conduites souterraines qui parcourt villes, villages, zones industrielles et quartiers résidentiels. Certaines de ces canalisations courent sur des centaines de kilomètres, traversant tunnels, vallées, stations de pompage et zones désertiques. Tout est pensé pour que l'eau arrive chez toi avec la même qualité que lorsqu'elle a quitté l'usine. Arrivée dans les zones habitées, l'eau passe par de petites stations de contrôle qui garantissent que rien ne s'est altéré en chemin. Puis elle circule dans le réseau urbain avant d'atteindre ton robinet. Et voilà, maintenant tu connais le parcours complet de l'eau, depuis les profondeurs de l'océan jusqu'au verre que tu tiens dans ta main. La prochaine fois que tu ouvriras ton robinet, prends un instant pour y penser. L'eau que tu t'apprêtes à boire a peut-être commencé son voyage dans l'immensité de l'océan Pacifique. Grâce à un processus complexe et ingénieux, cette eau salée est devenue l'un des biens les plus précieux de ton quotidien. Dis-moi en commentaire, préfères-tu boire l'eau du robinet ou optes-tu plutôt pour l'eau en bouteille? Si ce documentaire te plaît, alors n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.